Eh bien, bonjour, bonsoir plutôt, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance d'information de la fermeture de la station Côte-Vertu. Mon nom est Alain Legault. Je suis le directeur des communications institutionnelles et des relations publiques de la STM. Je serai l'animateur de la soirée et donc au nom de la STM et de ses équipes, ça me fait plaisir de vous accueillir en cette soirée d'information spécialement faite pour vous et pour vous informer. Je vais être l'animateur de la soirée. Comme je vous le disais, mon rôle est de voir à ce que tout se déroule parfaitement bien lors de la rencontre et à gérer évidemment la période de questions dans cette formule virtuelle de nos rencontres. J'aimerais vous présenter tout d'abord nos intervenants de ce soir. Donc, nous aurons M. Sylvain Paquette, directeur principal de projet, et nous aurons aussi M. Gary Bernard, qui est conseiller gestion des réseaux bus. La rencontre ce soir a pour but de vous présenter dans un premier temps brièvement le projet de construction du garage Côte-Vertu et l'avancement évidemment de ses travaux et vous présenter les mesures mises en place lors de la fermeture de la station pour assurer la continuité de notre service qui est extrêmement important pour nous. Et évidemment, nous souhaitons prendre le temps de répondre à toutes vos questions, donc nous le prendrons. Avant de passer à la présentation, j'aimerais vous mentionner là, quelques éléments techniques en lien avec cette plateforme Zoom si vous ne l'avez jamais utilisée. Le micro est désactivé par défaut, donc vous ne pouvez pas parler pour l'instant. Vous ne pouvez pas écrire dans l'onglet chat ou converser qu'on voit ici là, à votre gauche, au milieu de l'écran. Si vous avez une question ou un commentaire et on vous encourage à poser vos questions et vos commentaires, vous pouvez le faire dans la section questions et réponses, le QR en bas et au milieu de votre écran. Vous pouvez aussi lever la main, évidemment de manière virtuelle, grâce au bouton là, que vous avez en plein centre, lever la main. Vous pouvez activer le mode plein écran pour voir la présentation aussi, c'est plus agréable à regarder. Et la séance de ce soir est évidemment enregistrée et sera rendue publique pour écoute en différé sur le site de la STM. Le programme de la soirée sera très simple. Donc, comme je vous le disais, M. Sylvain Paquette, directeur de projet principal, et M. Gary Bernard, conseiller bus à la STM, vont faire une présentation d'environ à peu près 25 minutes. Ensuite, nous allons passer à la période de questions. The presentation will be in French, but you will be able to ask a question in the language of your choice, and we will try to answer them as we can. La période de questions se fera en deux parties, par contre. Tout d'abord, on va répondre aux questions que vous avez posées lors de votre inscription et si celles-ci n'ont pas déjà été répondues pendant la période de présentation. Puis, par la suite, nous prendrons les questions qui sont posées en direct, soit en levant votre main, soit dans l'onglet questions et réponses. Pardon. Sans plus tarder, je vais inviter M. Sylvain Paquet à prendre la parole. C'est à toi, Sylvain. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Sylvain Paquette, directeur de projet principal pour le projet du garage Côte-Vertu. Donc, dans les prochaines minutes, là, je vais prendre un peu de temps là, pour vous présenter un peu le projet lui-même, le contexte du projet, puis les impacts de la construction de ce garage-là peut avoir là, sur la station Côte-Vertu et sa fermeture là, pour l'été prochain, là, donc été 2021. Donc, en premier lieu, j'aimerais ça là, prendre 2 minutes de votre temps pour vous présenter un peu le contexte du projet. Donc, une petite vidéo là, qui va vous montrer un peu comment s'est déroulé le projet du garage Côte-Vertu. Puis après ça, je prendrai plus de temps là, pour expliquer exactement comment ça fonctionne puis pourquoi on fait ce garage-là à cet endroit-là très précisément. Donc, je vous laisse écouter la vidéo.
J'espère que vous avez apprécié les petites images. Comme vous pouvez le constater, ce n'est pas un garage ordinaire qu'on construit. Donc, c'est un garage pour y garer des trains, donc les trains que vous connaissez tous, les trains Azur. Ces trains-là sont situés à 25 mètres en dessous du niveau du sol. Vous comprenez que métro, quand on descend dans une station, on est plus bas que le niveau du sol, on roule souterrain. Donc, il fallait que le garage puisse être aussi construit en souterrain pour pouvoir donner accès, qu'il soit accessible, disons, au train Azur. Donc, si on regarde maintenant pourquoi on le construit, vous voyez, là, vous reconnaissez tous la ligne orange, la station Côte-Vertu qui est à une extrémité de cette ligne-là. Et puis, on avait, depuis quelques années, un grand défi à la STM, c'est qu'on avait atteint la capacité de la ligne. Donc, on avait 35 trains qui pouvaient rouler. Vous voyez, il y en avait, on les voit où est-ce les positions de stationnement. Donc, il y en fait 5 positions de stationnement à Montmorency, 20 au garage Henri Bourassa, puis une dizaine de stationnements aussi à la station Côte-Vertu. Donc, ça nous permettait d'exploiter la ligne à 35 trains et donner une offre de service en conséquence de ces trains-là. La raison d'être du projet du garage Côte-Vertu, c'était de réussir à passer de 35 trains disponibles sur la ligne à 45 trains. Puis la STM a fait une analyse, puis déterminé la meilleure place qui pouvait, la meilleure place sur la ligne pour construire une nouvelle infrastructure, puis y ajouter 10 trains supplémentaires. Puis, donc, on a choisi la station Côte-Vertu. C'est pas très compliqué. Pourquoi? Donc, idéalement, lorsqu'on exploite une ligne de métro, c'est bon d'avoir à peu près le même nombre de trains de chaque côté de la ligne. Comme vous pouvez le constater, on avait déjà 25 trains du côté du côté est de la ligne, donc puis seulement 10 du côté ouest. Donc, c'était très logique pour nous d'en ajouter les 10 supplémentaires du côté de station Côte-Vertu. Donc, ces 10 espaces-là vont nous permettre de rebalancer la ligne puis d'offrir une offre de service aux pointes le matin et le soir, mieux adaptée pour la quantité de clientèle qu'on a à desservir à ces moments-là de la journée. Donc, le projet, il consiste à creuser sous Ville-Saint-Laurent un grand réseau de tunnels qui va nous permettre d'entreposer ces trains-là. Donc, en gris pâle, vous voyez en haut, là, on a la station Côte-Vertu. Et puis, derrière la station, on appelle ça l'arrière-gare. De l'autre côté, à l'autre extrémité, c'est ça. On a un grand arrière-gare qui mesure 1 km de long, qui se rend complètement à l'autre extrémité de l'image. On stationnait déjà nos trains dans cette zone-là depuis une trentaine d'années. Ce qu'on a décidé de faire pour y ajouter des trains, c'est que vous voyez justement la flèche où elle était, il y a une pointe qui a été ajoutée dans l'arrière-gare. Dans l'arrière-gare Côte-Vertu, et un accès au garage a été aménagé pour se rendre jusqu'à l'implantation de notre infrastructure principale qui se retrouve sur les anciens terrains de Pfizer, juste à côté de l'usine Pfizer. Donc, lorsque là, vous voyez le tunnel, on appelle ça le tunnel de raccordement. Donc, on a une zone de 650 mètres qui a été creusée dans le roc. Et puis, on a profité du fait qu'on a quand même une distance pour se rendre au garage de 650 mètres pour implanter 2 stationnements déjà de train. Donc, vous pouvez voir dans la zone où est la flèche tunnel de raccordement, on a 2 trains qui peuvent se stationner à cet endroit-là. Après ça, on a la fameuse courbe et vous avez vu, on a un genre de pointe de flèche qui débute l'entrée du garage. Cette flèche-là, on appelle ça le faisceau. Le faisceau est composé, en fin de compte, c'est une genre de mini-gare de triage. Ça nous permet d'accéder aux 3 tunnels qui composent le garage. Donc, vous avez le tunnel 1 qui est le plus court. C'est un tunnel qui sert à faire l'entretien des trains. Puis il y a 2 autres tunnels qui ont été creusés, qui sont prêts pour accueillir les trains. Ils vont pouvoir contenir chacun 4 trains à l'intérieur de ces tunnels-là.
Vous pouvez peut-être me poser une question, pourquoi on dirait que la pointe de flèche n'est pas complète puis qu'il y a deux autres tunnels qui pourraient être creusés. Effectivement, la STM a prévu, si j'ai advenant euh, l'hypothèse où il y aurait un prolongement là, vers Poirier, vers Bois-Franc, on pourrait retirer les 8 trains qui restent en arrière-gare de la station Côte-Vertu et les ramener dans cette zone-là du garage là, pour permettre l'exploitation de la ligne plus loin que la station Côte-Vertu. Donc, en résumé, ce garage-là est construit pour longtemps. Même s'il y avait un prolongement, il sera encore effectif et utilisable là, avec les infrastructures qui sont construites aujourd'hui. Si on regarde en surface, vous avez trois ronds rouges qui sont trois ronds rouges pointillés. Donc, on a trois petites infrastructures de surface qui vont rester apparente. Donc, une qui est construite dans le centre des loisirs. Vous avez vu, il y a un chantier dans votre environnement depuis un certain temps. Il y a une autre petite infrastructure qui va sortir dans le stationnement du Super C, qui est juste à côté du chantier du garage. Là aussi, il y aura c'est des sorties de secours là, qui vont permettre de gérer les urgences si jamais il y avait une problématique dans le garage. Donc, ces deux infrastructures-là, on appelle ça les sorties de secours. Et puis, le grand rond au milieu, donc la plus grosse structure, c'est l'accès au garage lui-même, donc les gens qui vont venir entretenir les trains dans le tunnel numéro 1. Et les opérateurs qui vont venir chercher les trains pour les mettre en service sur la ligne orange, vont pouvoir accéder à travers le grand cercle pointillé. Si vous remarquez d'ailleurs, on a même profité de l'occasion, on était tellement près de l'arrière-gare ou du bout de l'arrière-gare de la station Côte-Vertu actuelle, on a même creusé un petit tunnel là, donc à côté de du petit rond rouge le plus à gauche, un petit tunnel qui relie l'arrière-gare, qui va permettre à nos opérateurs d'aller chercher même les derniers trains là, de l'arrière-gare qui sont stationnés dans cette zone-là. Dernier point, donc je vous ai parlé à peu près de ce que pouvait être l'infrastructure du garage. Vous avez pu comprendre qu'on peut installer 12 trains dans ce nouveau garage-là, mais il y en a malheureusement en faisant le lien avec le garage dans l'arrière-gare Côte-Vertu, donc dans le genre de triangle qui est complètement haut en orange. On a perdu 2 places de stationnement. C'est pour ça qu'en en perdant 2, il fallait en créer 12 là, pour pouvoir ajouter nos 10 trains pour l'exploitation. Bon, les travaux avancent très bien. Vous voyez que c'est un projet. Je te demanderai, reviens sur la dernière image. Les travaux avancent très bien. C'est un projet de 492 millions. Puis, il nous reste une grande étape à franchir, puis je n'en ai pas parlé encore, mais c'est l'appareil de voie. Donc, vous avez une flèche là, puis complètement à droite. En haut, j'ai l'appareil de voie qui est installé en avant-gare de la station Côte-Vertu. C'est à cause de cette installation-là, de cet appareil-là, qu'on va être obligé de fermer la station Côte-Vertu pendant l'été 2021. Puis, durant la présentation, là, je vais vous en parler plus en détail pourquoi on installe cet appareil-là. Donc, ça résume à peu près bien le projet. Maintenant, si on regarde l'avancement des travaux, juste pour vous dire qu'on est très près de la livraison là, du projet, donc ça devrait être au début de l'année prochaine, au début de l'année 2022. Et donc, on a les grands jalons qui ont été franchis. Donc, la mobilisation du chantier a eu lieu en 2017. On a fait les travaux d'excavation du roc puis les travaux de bétonnage là, qui ont eu lieu là, depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, les travaux d'excavation de bétonnage sont pratiquement terminés. Il reste quelques petites infrastructures encore à couler au niveau du bétonnage, mais la majeure partie des travaux sont complétés. On est plutôt après installer les appareils de voie et les équipements pour accueillir le train Azur. Okay. Et puis, en parallèle, pendant l'été 2021, donc pour 12 semaines, on va installer aussi l'appareil de voie que je vous ai parlé tout à l'heure en avant-garde de la station Côte-Vertu pour permettre une exploitation adéquate là, du garage. Puis comme je vous l'ai dit, on prévoit mettre le garage en service au printemps 2022. L'avancement global du projet est à 77 %.
Donc, juste un petit peu, une petite idée, là, vous avez vu dans la vidéo l'entrée principale du garage, c'est l'allure qu'aura le bâtiment. Donc, ça restera un beau bâtiment avec un beau fini architectural. Et puis, ben, ça vous donne un peu une idée, les autres images en bas, c'est les tunnels qui ont été excavés et coulés au niveau du béton, puis on est après implanté, comme vous pouvez le voir, dans le tunnel de raccordement ou dans les divers puits d'accès. On est après installé tous les équipements qui sont nécessaires à l'exploitation d'un train et de l'entretien des trains aussi. Si je reviens maintenant au niveau de l'appareil de voie en avant-gare. Donc, j'ai une image là où vous voyez l'appareil de voie être en rouge. L'idée qu'on a en implantant cet appareil de voie-là, c'est qu'on veut mettre plus de trains en service sur la ligne. Donc, ce qu'on souhaite faire, c'est qu'on veut utiliser les deux quais. Vous êtes tous habitués, lorsqu'on arrive à la station Côte-Vertu, le train arrive sur un quai, vous descendez du train et vous sortez de la station. Puis quand vous montez dans le train, vous prenez le quai de l'autre côté, puis le train est là, il vous attend, puis vous montez dans le train. Notre problématique, c'est qu'actuellement, le train, quand il arrive à quai, puis il fait son retournement en arrière-gare, ce qu'il va faire sa manœuvre pour venir se placer au quai de départ, ça lui prend beaucoup de temps. Fait que ce qu'on a décidé de faire, la STM, c'est qu'on va se permettre, pendant que le train fait sa manœuvre en arrière-gare, donc il va se retourner pour revenir se replacer, on va avoir un autre train qui va arriver, puis il va venir prendre l'appareil de voie comme ça, c'est exactement. Il va venir s'aiguiller, puis il va venir directement se placer au quai de départ. Et à ce moment-là, les gens vont euh, descendre du train sur le quai de départ et monter dans le train à partir du même quai. Et il y aura très peu de délai, donc le train va arriver, les gens descendent, les gens montent et le train repart en service. Pendant ce temps-là, le train qui était en arrière-gare va venir se placer tout de suite après au quai de départ pour venir prendre d'autres clientèles qui vont vouloir prendre le service pour s'en aller vers le centre-ville. En installant cet appareil de voie-là, ça va nous permettre de gérer et d'être plus flexible pour donner un meilleur service avec les 45 trains qu'on va avoir de disponibles sur la ligne orange. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous présente ce projet-là, puis on va avoir un impact de 12 semaines pour casser le béton qui est déjà dans le tunnel, venir mettre tout ce qu'il faut pour soutenir cet appareil de voie-là, puis rebétonner l'appareil de voie en place pour que les trains puissent l'utiliser au mois de septembre. Un appareil de voie, là, vous pouvez le voir dans l'exemple d'un appareil de voie juste à côté dans l'image, c'est vraiment quelque chose, c'est comme c'est ce qui permet d'aiguiller le train puis de le faire changer de voie. On voit ça dans tous les films, dans toutes les. Donc, nos trains de métro sont dirigés par un appareil de voie qui est en métal comme ça, qui permet de changer de côté la circulation du train. Donc, la fermeture, comme je vous en ai déjà parlé, aura lieu du 29 mai jusqu'au 23 août 2021. On a choisi cette période-là parce que c'est une période qui est l'achalandage est plus bas. Donc, on a beaucoup de gens qui sont en vacances, les écoles sont fermées. Donc, on a moins de clientèle. Donc, c'est plus propice d'avoir un service qu'on appelle provisoire pour mitiger, disons, la fermeture de la station Côte-Vertu. Donc, pendant cette fermeture-là, on va implanter une navette qui va nous permettre de lier la station Côte-Vertu à la station du collège. Mon collègue Gary va vous en parler plus en détail tout à l'heure. Donc, on va s'assurer que notre clientèle puisse poursuivre son trajet jusqu'à destination avec cette navette-là. On va aussi inciter, on va être en période d'été, ce qui va être donc les beaux jours. Les gens vont pouvoir aussi être informés que la distance entre la station Côte-Vertu et la station du collège, c'est seulement 900 mètres, puis que ça se fait à peu près en 10-12 minutes à pied ou à vélo, encore avec un temps plus court de 3-4 minutes. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Gary qui va vous expliquer un peu comment va fonctionner tout le service provisoire qui va être mis en place
pour le temps de la fermeture de la station Côte-Vertu. Alors, bonsoir à tous. Merci, Sylvain. Donc, à la fermeture de la station métro Côte-Vertu, qui est prévue à partir du 29 mai, comme le disait Sylvain tout à l'heure, c'est que la STM va mettre en place des mesures d'atténuation afin de transporter la clientèle de la station de métro Côte-Vertu vers la station de métro du Collège. Parmi ces mesures d'atténuation, c'est sûr qu'il y a l'implantation de la navette qui va être la navette 810, qui va être l'élément le plus important des mesures. Cette navette-là va faire le lien entre les deux stations de métro, entre l'édicule sud du Collège et l'édicule nord de Côte-Vertu. La fréquence de la navette, dans le fond, ça va être environ entre 4 et 6 minutes en moyenne par jour. Les heures de service de la navette seront les mêmes heures que le métro. C'est-à-dire que du premier voyage du métro au dernier voyage du métro, la navette va être en fonction. La navette remplace littéralement le métro comme qui était à Côte-Vertu. Le temps de parcours de la navette est estimé à environ 5 minutes aller-retour. Des fois, ça sera plus ou moins 4 minutes, 6-7 minutes, mais la moyenne, c'est environ 5 minutes. Et en 2019, nous avons pu tester ce scénario-là, dans le fond, parce qu'on avait fermé la station de Côte-Vertu durant 2 fins de semaine en 2019. On a pu, à ce moment-là, tester les scénarios, dans le fond, qu'on met en cours en 2021. Outre la navette, nous avons aussi choisi de détourner 2 lignes d'autobus d'importance directement vers la station du Collège, qui sont les lignes 64, qui va faire un parcours quasi similaire à la navette, sauf qu'elle va desservir l'édicule nord de la station du Collège, et la ligne 470, qui, elle, arrive de Pierrefonds, qui, elle, va se rendre directement à la station du Collège Nord, elle aussi, via Alexis-Nyon. Ces deux lignes-là ont été choisies parce que c'est les 2 lignes les plus achalandées après la ligne 121. Ça nous permet d'avoir moins de clients à bord de la navette, puisque en se rendant directement à la station de métro du Collège, on n'a pas à les prendre dans la navette. Fait que ça fait moins de navettes qui va circuler aussi là, dans l'axe nord-sud, via la rue de Goyer. Et aussi la ligne EXO, la ligne 968, le train-bus, qui est présentement à la station Côte-Vertu, va se rendre directement à la station de métro de la Savane pendant les 12 semaines de la fermeture. Maintenant, je vais vous parler pourquoi on a choisi le parcours de faire passer la navette, pourquoi sur la rue de Goyer, plutôt que sur d'autres rues dans le secteur qui à l'apparence, qui serait beaucoup plus facile pour la circulation des autobus. C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'en 2019, lors des fermetures, nous avons pu essayer les scénarios de circulation de la navette ainsi des détours d'autobus via la rue des Caries. On avait des problématiques particulières à toute heure du jour qui faisaient en sorte qu'on ne pouvait pas soutenir une fréquence qui pouvait suivre la même fréquence que le métro. Parce qu'il faut comprendre que la navette, le scénario principal de la navette est calqué sur le même scénario que celui de la circulation du métro. C'est-à-dire que le mandat qu'on a, c'est de pouvoir partir de Côte-Vertu, aller prendre de la clientèle du Collège et du Collège les ramener à Côte-Vertu, mais en suivant les mêmes fréquences que le métro. Aux heures de pointe, le métro arrive aux 3 minutes. Nous, les navettes, dans le fond, on va devoir au moins essayer de suivre la même fréquence du métro. Sinon, on ne pourra pas à cause de la forte achalandage. Et pourquoi que je reviens encore, pourquoi on a choisi la rue Goyer, c'est que la rue Goyer nous permettait aux autobus de la STM, tout en respectant les limites de vitesse et
des mesures sécuritaires qui vont être mises en place, ça nous permettait justement d'arriver d'avoir une fréquence qui était quasi similaire à celle du métro pour parcourir les 900 mètres qui séparent les deux édicules. Parmi les mesures qu'on va mettre en place sur la rue Goyer, afin de sécuriser la rue Goyer, on trouve bien sûr que présentement, la rue Goyer, à l'intersection d'Édouard-Lorrain, il y a une interdiction de circulation qui est présentement par des blocs de Jersey. Des signalisations seront mises en place très visibles afin d'inciter la population à ne pas emprunter la rue Goyer telle que c'est présentement. Au lieu des blocs de Jersey qui sont présents, il va y avoir des signalisations très visibles et aussi des signalisations qui sont réglementaires, ce qui fait que les contrevenants sont passibles d'avoir des amendes. Aussi, on va renforcer l'affichage des limites de vitesse 30 km/h partout sur la rue Goyer, dans les deux directions nord et sud, et sur la ligne qui sépare les voies de la rue Goyer, qu'on appelle la ligne axiale. On va installer des balises pratiquement à tous les tronçons, des balises où sont affichés les 30 km/h minimum aussi. Pour la STM, des interventions sont faites au niveau des chauffeurs afin de les rappeler régulièrement la limite de vitesse, quoique partout sur l'île de Montréal, nos chauffeurs étant des professionnels, ils respectent les limites de vitesse. Ce qui fait que pour la STM, on met tout en place pour assurer la sécurité des riverains présentement sur la rue Goyer. Une partie du stationnement à un certain niveau sera probablement temporairement annulée, mais ça sera compensé par d'autres places de stationnement dans le même secteur. Finalement, afin d'assurer la sécurité des riverains qui sont sur la rue Goyer, qui ne sont pas habitués à voir circuler les autobus sur la rue Goyer, 10 jours avant le 29 mai, soit le 19 mai, nous allons faire circuler une ligne à petite fréquence en détour sur la rue Goyer afin que les citoyens riverains qui vivent sur la rue Goyer puissent s'habituer au passage des autobus. C'est pour ça que la ligne 17 va être détournée sur la rue Goyer du 19 au 29 mai. Cette ligne-là, c'est une ligne qui passe à tous les 30 minutes, donc c'est 2 voyages à l'heure. Question que les citoyens puissent s'habituer aux fréquences, au passage, au son, aux vibrations des autobus sur la rue Goyer. Merci, Gary. Merci, M. Paquin, Sylvain. Donc, on aura mis en place plusieurs éléments pour pouvoir informer les gens lors de ces travaux-là. Donc, on vous liste ici une série, donc la présence d'employés de la STM pour informer la clientèle à l'avance à la station Côte-Vertu à partir du 15 mai. Donc, déjà presque 14 jours avant le début des travaux. Des employés de la STM pour orienter la clientèle lors de la fermeture. Donc, c'est important. Des gens bien identifiés à la STM seront sur place pour pouvoir vous aider à vous orienter vers la navette ou vous diriger vers la station. Affichage préventif en station et aux arrêts à partir du 3 mai. Déjà partant, on va vous avertir. Le 3 mai, c'est la semaine prochaine. Message sonore dans le métro et les bus. Un ajout de signalétique sur les lieux de déplacement pour bien vous indiquer les chemins et la communication envoyée aux riverains, aux commerces et aux écoles à proximité là, pour déjà informer tout le monde qui utilise de manière régulière la station Côte-Vertu. Donc, ce sont les moyens d'informer la population. Et évidemment, si on veut en savoir plus, on vous invite à vous inscrire au bulletin électronique ou à vous informer sur la fermeture de la station en allant sur le site Internet de la STM, donc stm.info/Côte-Vertu, ou en appelant notre service à la clientèle, donc au 514-STM-Info, ou en nous écrivant tout simplement à l'adresse nous joindre que vous voyez présentement à l'écran. Donc, sur ça, on va passer à la prochaine période de notre rencontre, donc la période de questions. Je vais vous rappeler un peu les grandes lignes pour cette période de questions. On va commencer par répondre aux questions qui ont été posées, là, comme je vous le disais au départ, lors de votre inscription. Vous pouvez envoyer vos questions aux commentaires à travers l'écran questions et réponses. Il y a déjà quelques questions qui sont apparues là, dans le questions-réponses, donc on va y répondre tout de suite après la période de questions déjà posées. Vous pouvez aussi lever la main de manière virtuelle
Et là, on va vous identifier. Donc, soyez attentifs. On va nommer votre nom et vous donner le droit de parole. Et là, à ce moment-là, vous pourrez ouvrir votre micro et parler. Il y a un petit délai, donc on va essayer, mais ça devrait bien fonctionner. Puis, nous allons envoyer dans quelques jours un compte-rendu de la réunion avec les questions et les réponses, et même les réponses qui n'auront pas pu être répondues ce soir, là, si ça arrive, on va les trouver et on va les ajouter aux documents qu'on vous fera parvenir. Comme ça, vous aurez l'ensemble des informations. Donc, commençons par la première partie, c'est-à-dire les questions posées par les participants lors de l'inscription. Donc, plusieurs personnes se sont posé la question, est-ce que des travaux supplémentaires sur l'ensemble de la station seront réalisés pendant la fermeture de la station Côte-Vertu? Donc, on parle ici finis muraux, les travaux de la station, l'éclairage, et quels sont les risques que sa réouverture soit reportée? Monsieur Paquet. Oui, bonsoir. Donc, je vais répondre. On n'a pas de... Il n'y a pas de travaux supplémentaires qui vont se réaliser là, dans la station Côte-Vertu pendant la fermeture de cet été. Donc, les finis de muraux, la voûte de la station puis l'éclairage, ça ne sera pas fait en même temps. Et nous, pour réouvrir la station, c'est sûr qu'on a mis beaucoup d'efforts et de mesures de mitigation là, pour s'assurer autant que possible de réouvrir la station à la date prévue. Donc, pour le moment, nous, tout indique que tout devrait bien se dérouler puis permettre de rouvrir la station à la date prévue, là, donc le 23 août, d'avoir du service à la station Côte-Vertu. Excellent. Toujours pour vous, M. Paquette. Donc, Alexandre Debs qui nous pose la question, pourquoi la fermeture de la station n'a pas été coordonnée avec les travaux d'aménagement d'une voie réservée aux autobus entre Sauvé et Côte-Vertu sur le boulevard Côte-Vertu? Ces travaux de la STM ont duré 3 ans et ont causé des maux de tête aux automobilistes et aux piétons sans aucune imputabilité du donneur d'ouvrage. Bien, premièrement, c'est que les travaux qu'on réalise pour le garage Côte-Vertu, ils n'ont aucun impact là, sur la circulation automobile, donc en surface. Par contre, on a choisi de ne pas le faire en même temps que le SRB P9 parce que on avait besoin du pourtour de la station là, pour pouvoir offrir l'offre de service qu'on offre en même temps. Donc, de synchroniser la réalisation des travaux du SRB en même temps que la fermeture de la station Côte-Vertu, ça nous aurait obligé à avoir une contrainte dans le service majeur qui n'était pas acceptable pour la STM. Et évidemment, on ne parle pas du SRB P9, mais bien de l'autre SRB SRB. P9, non, SRB, c'est ça, Côte-Vertu. C'est ça, il s'appelle Côte-Vertu. Exactement. L'autobus, l'aménagement pour la voie réservée aux autobus. Yatam nous pose la question, est-ce qu'il y aura d'autres fermetures de la station à prévoir pour l'année prochaine? Non, il n'y a pas d'autres fermetures de prévues. Naturellement, dans quelques années, là, il y aura les travaux qu'on a parlé plus tôt, donc les finis intérieurs de la station. Mais la STM a prévu réaliser ces travaux-là sans faire de fermeture complète. Donc, la stratégie sera d'y aller avec des fermetures d'édicules, un à la fois, puis s'assurer que le service puisse toujours être maintenu là, à la station Côte-Vertu dans l'avenir. Parfait. Marie-Laure Coury nous demande, les commerçants autour de la station seront-ils dédommagés, sachant qu'avec la pandémie et maintenant la fermeture de la station de métro, il y a un risque que l'achalandage diminue pour les commerces situés à proximité de la station? Donc, il n'y a pas de compensation qui est envisagée pour les commerçants. Vous savez, la majorité des clients, comme Gary l'a expliqué tout à l'heure, les clients vont passer par la station Côte-Vertu. Donc, il y aura quand même beaucoup d'achalandage à la station Côte-Vertu. Et on a rencontré aussi les représentants ou les dirigeants de la SDC quartier D. Donc, eux autres voient ça quand même d'un bon œil parce qu'il va y avoir quand même, on va être durant l'été, il va y avoir des gens qui vont profiter du beau temps pour transiter de la station Côte-Vertu vers la station du collège. Ils auront l'occasion ainsi, en circulant sur Côte-Vertu, de voir les commerces qui ont pignon sur rue, disons, entre la station Côte-Vertu et du collège. Puis les commerçants, ils souhaitent profiter de cette situation-là pour faire découvrir leur commerce durant cette fermeture-là. Merci Sylvain. On va passer des questions pour Gary.
Donc, François Duval nous pose la question, combien d'autobus par jour circuleront sur la rue Goyer entre la station du collège et Côte-Vertu? Effectivement, sur la rue Goyer, on parle, aux heures de pointe, on parle environ 200 à 240 autobus et le reste de la journée, environ 600. Elmar Jensen se demande quelles sont les mesures, peut-être juste les rappeler, Gary, les mesures de mitigation mises en place pour assurer la sécurité des citoyens et des résidents sur la rue Goyer, ainsi que les enfants là, qui vont à l'école dans le coin. Parmi les mesures qu'on met en place, c'est sûr que la première mesure, c'est vraiment les mesures reliées au respect de la vitesse. Parce que la rue Goyer, c'est une rue comme l'ensemble des rues de Montréal. La STM, on a environ 10 300 arrêts sur le réseau un peu partout sur l'île. On a fait beaucoup d'observations sur la rue Goyer. La première chose, ça va être le respect de la vitesse qui est 30 km/h. Aussi, ça va être des visuels pour ça. Ce que j'allais dire, comme je disais tantôt, sur la ligne du milieu, on va installer des balises pratiquement à tous les tronçons de 30 km/h, c'est qu'il y aura une perception pour la circulation un peu restreinte. Surtout à l'intersection Goyer-Édouard-Lorrain, on va installer les immenses, des très grands panneaux interdiction d'entrée, excepté autobus de la STM, la ligne 810 et la ligne 64, qui sont les deux seules lignes de la STM qui seront autorisées à circuler sur la rue Goyer. Il n'y aura pas d'autres lignes d'autobus que ces deux lignes-là pour la STM. Et pour les écoliers des deux écoles, parce qu'il y a une école sur Saint-Louis, puis une autre école, je pense, sur Delesglis. Après la rue Goyer, sont à 2-3 rues plus loin que la rue Goyer. Nous avons demandé au SPVM de nous faire une évaluation. Nous avons aussi effectué beaucoup d'observations par rapport au cheminement des élèves. Présentement, sur nos observations, c'est que les élèves, par rapport à la rue Saint-Louis, ils n'arrivent pas via la rue Goyer. Ils arrivent plus en direction ouest vers l'école, tandis qu'à l'école, par rapport sur la rue de l'Église, c'est pratiquement la même chose aussi. Là. Les étudiants ils arrivent en autobus scolaire, la prédominante majorité. Mais quand même, on travaille avec le SPVM présentement à voir toute la création des brigadiers supplémentaires, s'ils peuvent rester pour des heures supplémentaires. S'il y en a, mais selon les opérations que nous avons faites, il n'y a pas de brigadier présentement aux intersections Goyer de l'Église. Merci. Toujours en parlant de l'intersection Édouard-Lorrain et Goyer, est-ce que la circulation automobile sera également permise sur la rue Goyer? Non, du tout. La circulation sera vraiment interdite comme qu'elle l'est présentement, sauf qu'au lieu des blocs de Jersey qui sont là physiquement, nous allons installer une signalisation réglementaire dans le fond. Là, fait que les gens qui vont contrevenir seront passibles d'amende. D'ailleurs, au début du projet, nous allons demander au SPVM de circuler à des heures précises là, afin de pouvoir, d'être visible pour que les gens ne puissent pas traverser. Puis deuxièmement, de pouvoir vraiment verbaliser les gens qui vont contrevenir. Parce que la sécurité, c'est un aspect important, puis on est conscient qu'il y a un risque que certains citoyens utilisent la rue de Goyer pour pouvoir prendre un chemin court. Mais la signalisation qu'on va mettre en place, c'est une signalisation qui permet au SPVM de donner des contraventions aux contrevenants, dans le fond. Et j'imagine que vous allez refermer la rue Goyer après les travaux. Vous allez remettre les blocs d'accès, interdiction d'accès à la rue Goyer par la suite. Oui, à la fin des travaux, nous allons reconstruire. Non seulement que c'est. Ben, je pense que Sylvain va pouvoir mieux répondre. Oui, c'est ça. Donc, en fin de compte, oui, c'est prévu au projet. Là, donc, on va réinstaller les blocs de béton là, pour empêcher la circulation sur la rue Goyer
tout de suite après la fin des travaux. Lorsque la navette aura terminé, on n'aura plus besoin de la navette. Automatiquement, les jours même, on va éliminer la circulation sur la rue Goyer puis le passage là, qui a été créé à cet endroit-là. Parfait. Excusez-moi, Et je me suis je veux trompé juste d'intervenant. rajouter que dès la fin du projet sur la rue Goyer, toutes les mesures mises en place vont être enlevées quelques jours plus tard. Là. Ça veut dire que toute la signalisation excédentaire liée aux travaux, les balises, on va tout remettre la rue Goyer dans l'état tel qu'il était avant le 29 mai, pour vous rassurer. Il n'y a rien qui va rester en permanence là-dessus. Excellent, parfait. Merci beaucoup. Henri Durafour nous pose la question, comme le stationnement de 4 heures n'est pas actuellement surveillé, que les gens s'y garent toute la journée présentement, comment le stationnement dans le Vieux-Saint-Laurent va-t-il être géré avec l'afflux de voyageurs? Bien, écoutez, on a pris le temps de contacter l'agence de mobilité durable, ce qu'on appelait anciennement Stationnement Montréal, et les gens nous ont garanti, ils s'engagent à faire respecter le règlement et d'envoyer des inspecteurs se promener et s'assurer là, que le respect du 4 heures soit fait. Donc, normalement, cet engagement, ben, on va le tenir et l'Agence de mobilité durable va être de l'avant à ce niveau-là. Tom Hewitt nous dit Will the terminus of the 968 train bus will be extended to du collège? Est-ce que le terminus de train bus 968 se rendra jusqu'à du collège, M. Bernard? Non, comme je disais tout à l'heure, elle va se rendre directement au métro de la Savane, puisque ça va inviter une correspondance de plus aux clients. Puisque cette ligne arrive via l'autoroute présentement, elle va juste continuer et aller directement de la Savane pour la clientèle. Ils vont éviter la correspondance avec la navette. Ils vont être connectés directement au métro sans prendre la navette 810. Et donc, en anglais, puisque la question a été posée en anglais, so I understand that the train will be going to de la Savane train station instead of du collège. Directly. Directly. Eliane Boukalil nous dit « Mes enfants vont à l'école collège Marie-France en bus en prenant la ligne 70 jusqu'au métro Côte-Vertu. Quelles seront les alternatives durant cette période, M. Gary? » C'est sûr que l'alternative à privilégier, ça va être avec 810 qui va faire le lien qui remplace le métro avec la fréquence aux heures de pointe, aux heures scolaires qui va être pratiquement aux 2 minutes ou aux 1 minute. Il va avoir, oui, une petite perte de temps de peut-être 3-4 minutes. Par rapport aux correspondances, mais c'est pratiquement le temps que ça prenait pour monter les escaliers mécaniques à Côte-Vertu aussi. Là. Puis en plus de ça, c'est très court dans la période parce qu'on arrête, la station va être fermée durant l'été, donc les cours, mois de juillet, mois d'août, il n'y a pas de classe. Donc, cette il y a ça aussi, mais c'est surtout pour les 2 premières semaines du 29 mai au 17 juin, dans le fond, là, que l'école est encore ouverte, mais après ça, comme dit Sylvain, il n'y a plus d'école, le problème, ça va être réglé. Parfait. Madame Monique Roy, je suis voisine de la station du collège. Vu l'achalandage prévu, la sécurité sera-t-elle accrue autour de la station, M. Paquette? Oui, bon, donc c'est sûr que pour faire le basculement qu'on appelle donc du service là, vers la station du collège, on a prévu un paquet de mesures, un paquet d'intervenants ou de ressources là, qui vont s'ajouter autour de la station Côte-Vertu pour gérer le changement. Donc, tout va se passer de façon sécuritaire avec ce personnel de la STM là, qui va être mobilisé autour de la station du collège là, pour éviter tout risque supplémentaire là, pour nos clients. Merci. Monsieur Roberto Rossi, at a time when concern for the environment should be on everyone's mind and when the STM promotes itself as eco-friendly, do we really need to provide a shuttle bus service to allow people to avoid what amounts to a walk of 3 blocks? Alors, nous sommes tous préoccupés par l'environnement. Est-ce que la STM se considère comme une entreprise respectueuse de l'environnement? Avons-nous vraiment besoin d'une navette pour faire un trajet de 900 mètres? I will answer to Mr. Rossi that the STM is also quite aware about every customer that she deserves
and people in wheelchair, elderly people, people pregnant or with a younger child, or depending on the weather, the forecast. It's a good idea to have the shuttle bus between the two stations, even if it's for a short amount of time. But we need to make sure that every customer has a way to transport itself from one station to the other. En français, je vous dirais que la STM se préoccupe de l'environnement, évidemment, mais aussi de l'ensemble de sa clientèle. Donc, nous avons des clients handicapés. On dirait que c'est coupé, Alain. On a perdu Alain, hein? Oui. On peut peut-être attendre une petite seconde que Alain se reconnecte. Oui. Puis on va continuer la période de questions. Peut-être juste attendre 15 secondes, sinon on va continuer par nous-mêmes. Donc, on pourrait peut-être continuer avec les questions posées en direct. Bon. Ah, Alain, tu es revenu? Oui, excusez-moi, sur ça, l'Internet a disparu de mon... a disparu, donc me revoilà. Alors, on va passer aux questions des gens. Quoique, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir avoir accès aux questions des gens. Si vous me donnez une petite seconde, je vais organiser mes choses pour qu'on puisse être là avec tout le monde. Donc, question-réponse. Nous avons une question de M. Dominique Tremblay. Pouvez-vous répéter le nombre de navettes qui passeront par jour? Comme je l'ai dit, les navettes qui passeront par jour aux heures de pointe, faut comprendre que, comme on a dit tantôt, il y a 2 semaines où est-ce qu'on va être encore avec les écoles ouvertes et la période des vacances n'étant pas commencée, la fréquence va être un peu plus enlevée. Ensuite, 2 semaines plus tard, nous allons passer à ce qu'on appelle à la STM à la liste d'été, où est-ce que notre service est coupé de 30 %. Moi, dans le fond, si je comprends bien la question, c'est qu'on parle pour l'ensemble du projet des 12 semaines. C'est pour ça que ce qu'on estime, c'est que ça va être environ 220, 240 autobus aux heures de pointe AM et PM et environ 600 le reste de la journée. Ça fait que pour un ensemble d'autobus, pour une journée, on parle approximativement de 1000 passages autobus. Je ne vois pas de main levée non plus. Je vais essayer de me reconnecter autrement, mais je n'ai pas d'autres questions. Il n'y a pas d'autres mains levées. En fait, Alain, il y a d'autres questions dans l'onglet. Fait que peut-être que je peux les faire. Vas-y, je vais essayer de me reconnecter par l'autre système. Parfait. Donc, on a une question de quelqu'un d'anonyme qui demande si la STM a prévu installer des dos d'âne sur la rue Goyer afin de limiter la vitesse des véhicules qui emprunteront cette nouvelle artère. Est-ce que, Gary, tu veux répondre à la question? Malheureusement, les dos d'âne sont très dangereux pour nos autobus. C'est des risques d'accident pour les personnes âgées ou les enfants. Même à très basse vitesse, l'autobus faisant 12 mètres de long par 3 mètres de large environ, il y a une répercussion pour tous les passagers, là, dans le fond, à l'intérieur de l'autobus. Mais comme je dis tantôt, la limite de vitesse étant de 30 km/h déjà sur la rue Goyer, les chauffeurs vont respecter cette limite de vitesse-là, ce qui est très, très, très sécuritaire là, pour une rue comme Goyer.
Merci, Gary. Ensuite, on a une question de René Saint-Arnaud. Est-ce que les arrêts des autobus de Laval et autres, probablement, sociétés de transport seront également déplacés? Est-ce que, Gary, tu as une réponse? Non, comme les fermetures en 2019, puis la STM et la STL et EXO et l'arrondissement Saint-Laurent, on a tous travaillé ce scénario-là en équipe là, pour être sûr que et la clientèle et les riverains, on va répondre aux besoins. Ce qui fait que la STL, leurs clients vont prendre la navette, la 810 ou la ligne 64 pour accéder au métro du collège. Et incluant EXO aussi, là, la ligne 40 d'EXO. Merci. Maintenant, une question de Alexis Hamel Saint-Hilaire. Compte tenu de l'achalandage de la station Côte-Vertu et de l'étroitesse de ses escaliers, amener le débarquement de passagers au quai d'embarquement risque de causer des problèmes de fluidité des déplacements. Prévoyez-vous des mesures pour y remédier? Je pense que cette question irait à Sylvain. Oui, je vais lui répondre. Donc, il faut s'imaginer que, oui, ça peut paraître inquiétant. Par contre, on peut s'imaginer qu'on va avoir 2 fois plus de trains. Donc, les trains vont partir plus souvent et on aura donc moins de clientèle à prendre à descendre et à monter. Donc, on pense qu'il n'y aura pas d'enjeu là, pour la circulation de la clientèle. Naturellement, on aura, lorsqu'on sera dans les premières journées d'utilisation d'appareils de voile, on aura des gens qui pourront diriger les gens aux bons endroits. Là, vous savez qu'il y a 2 escaliers qui peuvent desservir la mezzanine là, à partir du quai de départ. Donc, on pourra orienter les gens en disant, bien, s'il y a une trop grande attente du côté qui est plus sud, on pourrait les orienter vers le côté nord, puis ainsi bénéficier de la deuxième escalier à sa pleine capacité. Donc, on ne prévoit pas de problématique, mais comme je vous dis, on ajoute des trains, fait qu'on n'a pas plus, on a de la clientèle, mais on va avoir plus de services, donc on devrait avoir moins de monde à transiter d'un train à l'autre. Merci. Donc, une autre question pour Sylvain de Katia Vustros. Donc, pouvez-vous expliquer pourquoi les travaux durent 12 semaines? Est-ce que les travaux vont avoir lieu les jours de semaine et de fin de semaine, de jour, de soir, de nuit, 24 heures sur 24? Oui, il faut comprendre hein, que c'est quand même compliqué. On ferme la station, on va avoir c'est 2 quarts de travail de 10 heures, donc des employés là, qui vont travailler à 10 heures d'intervalle, 10 heures de temps. Il y a comme 2 heures de flottement pour le changement d'équipe, puis un autre 10 heures de jour, et ainsi de suite. Il faut comprendre qu'il y a quand même beaucoup de travaux à faire. Hein. Il y a de la voie déjà d'installer dans l'avant-gare. Il faut enlever ces appareils-là, ces équipements-là, ce rail-là. Et puis ensuite, il faut casser le béton qui est déjà là. Puis là, il faut comprendre qu'on n'est pas dehors, hein, on est dans le tunnel, il faut amener les équipements nécessaires pour faire ça. Il faut reformer, disons, le profil de béton là, pour accueillir le nouvel appareil de voie, là, parce qu'il n'y en avait pas à l'endroit où est-ce qu'on en met un. Et après ça, il faut réinstaller cet appareil de voie-là. Juste l'installation d'appareil, c'est plusieurs semaines. C'est une installation qui demande de la précision. On ne veut pas que quand le train va transiter, qu'il y ait des à-coups qui obligent notre clientèle à être obligé de se tenir ou à tomber dans le train lorsqu'il va arriver en gare. Donc, tout ça fait que c'est quand même 12 semaines très occupées, là, c'est un défi pour la STM là, de réussir à respecter ces 12 semaines-là. Merci. Donc, je ne sais pas si on a peut-être répondu, mais on va reposer la question de Nesradine Eldahabi. Donc, si le quai de départ deviendra un quai de débarquement en même temps, que feriez-vous à l'autre ancien quai de débarquement de l'autre côté? Donc, en fin de compte, j'ai peut-être pas été clair tout à l'heure quand je l'ai présenté, c'est qu'on va utiliser les 2. Donc, on va avoir plus de trains qui vont arriver à la station Côte-Vertu. Vous avez compris qu'on en ajoutait 10 sur la ligne. Donc, on va utiliser, un premier train va arriver, va prendre son chemin normal, il va arriver sur le quai d'arrivée, puis les gens vont descendre comme d'habitude. Puis pendant qu'il va faire son retournement, donc vous avez remarqué, quand vous prenez le train, il s'en va en arrière-gare. Donc,
dans la partie arrière de la station pour se retourner puis revenir se positionner à son endroit pour le départ. Mais pendant qu'il fait cette manœuvre-là, là, il y a quand même un délai, ça prend du temps. Il y a un autre train qui va arriver en service, puis au lieu de dire je vais attendre que le train ait fini de faire sa manœuvre, il va aller prendre la place tout de suite du train qui est arrivé avant lui, puis il va aller se mettre au quai de départ. Puis là, lui, il va descendre ses clients, il va en prendre des nouveaux, puis il va repartir tout de suite. Puis pendant ce temps-là, le deuxième train qui était déjà arrivé avant lui va venir se positionner au départ. C'est pour ça, donc on utilise les deux quais. En fin de compte, l'appareil de voie nous permet d'utiliser les deux quais en alternance. Chacun son tour, le quai va être utilisé là, pour accueillir un train. Je ne sais pas si ça répond à votre question, là, mais c'est ça. Merci. Ensuite, une question de Anita De Souza qui dit en anglais, with 200 buses per hour on Goyer, are they all electric buses? At least that would manage noise and population. Donc, est-ce que les autobus de la navette sur Goyer vont être électriques? Gary, tu peux répondre à cette question peut-être? Malheureusement, non. Nous n'avons pas encore des autobus en nombre suffisant pour desservir une navette avec une telle fréquence. Merci. Une autre question pour Gary de Katia Butros. Donc, est-ce qu'on a considéré faire circuler la navette sur plus qu'une rue? Par exemple, sur la rue Goyer dans un sens et sur la rue Saint-Germain dans l'autre sens. Par ailleurs, pourquoi ne pas faire circuler la navette sur le boulevard Descaries en soirée afin de moins déranger les résidents aux abords de la rue Goyer? En soirée, il n'y a pas d'enjeu de trafic sur le boulevard Descaries. La question est en deux parties. La première partie, c'est que, comme je le dis tout à l'heure, c'est que nous avons essayé divers scénarios en 2019 lors des fermetures. Nous avons aussi analysé les données d'achalandage des autres lignes d'autobus qui circulent présentement sur la rue Descaries, soit la ligne 17 puis la ligne 72. Nous avons sorti des données sur plusieurs années afin de voir le comparable par rapport si c'était possible de maintenir la circulation soit sur Descaries ou Saint-Germain. Parce que c'est sûr qu'au point de départ, on ne voulait pas déranger les riverains sur une rue qui n'avait pas d'autobus qui circule. Sauf que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le mandat et la mission d'atténuer les fermetures pour la clientèle, pratiquement les 22 000 clients par jour qu'on va transporter, c'était d'avoir une fréquence qui arrive à rattraper celui du métro. Et on ne peut pas avoir 2 parcours ou 3 parcours pour la clientèle et pour les chauffeurs, ça serait très mélangeant. C'est pour ça que, dans le fond, le choix de la rue Goyer a été fait. Mais je vous rassure tout de suite, c'est que la fréquence élevée des autobus, ça va être aux heures de pointe. Ensuite, graduellement, cette fréquence-là va diminuer graduellement pour atteindre un point où la fréquence va être pratiquement aux 7 minutes. Ça ne sera pas à tous les heures du jour qu'on aura une fréquence très élevée. Aux heures de pointe, oui, parce qu'on doit suivre la fréquence du métro. Parce que c'est quand même les travailleurs, les étudiants et les riverains de l'arrondissement Saint-Laurent qu'on transporte et d'ailleurs aussi, pour qu'ils puissent arriver à leurs institutions au travail à l'heure, on doit pouvoir suivre la fréquence du métro tout en respectant la limite de vitesse. Présentement, sur Descaries, le défi qu'on a, c'est qu'avec l'effet de circulation, les traverses piétonnes, même aux heures hors pointe le samedi soir, même les dimanches, à toute heure du jour, la fréquence, on ne peut pas la garantir puis la suivre parce qu'on peut perdre 2-3 lumières parce que quelqu'un prend 3-4 minutes pour faire un stationnement parallèle. Rappelez-vous, tantôt, ce que je dis, c'est que le temps de parcours de la navette est environ 5 minutes pour 900 mètres. Fait que c'est sûr que si on se trouve à perdre plus ou moins 3-4 minutes parce qu'il y a des piétons qui traversent, parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire un virage à gauche qui bloque la seule voie de circulation sur Descaries, ce qu'on n'a pas sur Goyer, c'est tous des incidents qui viennent retarder le service, qui fait que pendant ce temps, le métro il continue à arriver à amener de la clientèle
du collège que nous, on doit récupérer. Sur une courte distance de 900 mètres, si on perd plus que 3-4 minutes aux heures de pointe ou 4-5 minutes aux heures hors pointe, il faut pratiquement doubler le service de navette pour pouvoir récupérer l'achalandage du métro. Par contre, en étant sur la rue Goyer, en respectant les limites de vitesse, en roulant très lentement, parce qu'on n'a pas d'entrave des piétons, parce qu'on n'a pas d'entrave des gens qui font des stationnements parallèles, qui prennent 3-4-5 minutes pour faire le stationnement parallèle, et surtout les lumières pour les virages à gauche, ça nous permet de suivre la fréquence du métro pour offrir le service. Merci beaucoup, Gary. Désolé pour les difficultés techniques, mais bon, c'est les aléas de vivre en virtuel. Donc, on va passer à la question de Mme Anne-Marie Baudet, qui nous se demande quel sera le terminus pour le bus 475 de Dollars des Ormeaux. Le terminus à 475 n'est pas changé. Elle reste aux mêmes endroits à l'édicule sud de la station Côte-Vertu. C'est-à-dire que nous, c'est au 29 mai, les portes du métro vont être fermées. La navette 810 remplace le métro. Les clientèles de la 475 vont se diriger à l'arrêt de la navette 810 qui va être transportée vers du collège environ 5 minutes plus tard. Excellent. Martin A. nous se demande, est-ce que l'accès sur la rue Goyer en dehors des heures de service du métro sera également bloqué au métro Côte-Vertu? L'accès à la rue Goyer, répétez la question, je n'ai pas compris. Est-ce que l'accès à la rue Goyer, sur la rue Goyer en voiture, j'imagine, en dehors des heures de service du métro, sera bloqué au métro Côte-Vertu? Donc, ce sera toujours une rue pour les autobus et pas pour les voitures. Oui, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous allons installer des signalisations réglementaires qui vont interdire l'accès. Même les riverains avant qui ne pouvaient pas passer ne pourront pas accéder. Ils vont devoir suivre la même signalisation qu'il y avait à l'époque. Ce que nous, on veut éviter, c'est que les gens prennent la rue de Goyer comme chemin court pour bypasser les lumières sur la rue des Caries. C'est pour ça que la réglementation va être installée avec le signal excepté autobus seulement. Parfait. Donc, la rue Goyer sera aux autobus tout l'été en tout temps. C'est interdit d'accès à tout le monde, sauf pour les lignes 64 et 810 pendant les 12 semaines. Madame Larosse veut une petite clarification. Je pense que ça va être adressé à Sylvain. Donc, si je comprends bien, la sortie des passagers se fera des deux côtés du quai, mais l'embarquement uniquement d'un côté du quai. Tu es sur mute, Sylvain. Exactement. Donc, la clientèle va toujours accéder au train par la place habituelle. C'est le débarquement qui va se faire sur les deux quais. Donc, chacun son tour, le quai de départ et le quai d'arrivée vont être utilisés. Parfait. On va maintenant passer aux questions des mains levées. Donc, je vais nommer votre nom et on va vous autoriser à ouvrir votre micro. Ça va prendre quelques secondes et après ça, vous pourrez poser votre question. Donc, la première question sera posée par M. Roberto Rossi. Donc, votre micro est actionné. Vous pouvez parler maintenant. Merci de prendre ma question. Vous avez répondu à ma question en anglais, mais je vais la reposer en français. Juste, je comprends que vous avez une clientèle avec des gens handicapés ou des problèmes de mobilité ou les gens d'âge d'or, mais est-ce vraiment nécessaire d'avoir, je répète, 1000 autobus par jour pour cette clientèle-là? Ça me semble un petit peu exagéré pour les résidents de Goyer. En fait, comme M. Bernard vous l'expliquait, on se doit de maintenir la fréquence d'un métro en surface. Et c'est pour ça qu'on le fait de cette manière-là, pour pouvoir s'assurer que les gens qui, même s'ils ne peuvent pas marcher, le font entre les deux stations de manière aussi rapide que s'ils prenaient le métro. C'est un peu ça l'idée. Donc, on ne veut pas désavantager les gens pour une question X, Y, Z. Donc, ça va demeurer quand même cet élément-là. Je comprends. Oui. Je comprends, mais vous avez, je pense que dans l'annonce qu'on a eue, il y avait eu des mesures pour atténuer les problèmes pour les résidents de Goyer. Au nom des résidents de Goyer, vous nous mettez devant un fait accompli.
un beau petit cadeau post-COVID. En passant, on a passé toute l'année à l'intérieur, puis là, on va avoir 1000 autobus par jour devant nos visages et pendant qu'on essaie de dormir. Qu'est-ce que vous avez fait pour les résidents de Goyer exactement? Ben, écoutez, on le fait pour assurer la fluidité du transport le plus possible pour les usagers du métro. C'est évident. On a essayé de limiter les choses et de mitiguer les choses, mais c'est évident qu'une construction de cette ampleur-là implique également des contraintes pour l'environnement. Malheureusement, ça tombe sur cette rue-là parce que c'est la rue la plus pratique pour pouvoir le faire. Je pense que M. Paquin et M. Bernard vous ont expliqué le détail des choses et c'est pour un temps quand même, somme toute, assez limité. Je comprends que c'est l'été et c'est pas post-COVID parce que ce ne sera pas encore terminé, loin de là, mais on va continuer quand même à pouvoir offrir un service là, de qualité à l'ensemble de nos gens en essayant le plus possible de limiter les inconvénients pour les résidents. Merci beaucoup, M. Rossi. On va passer maintenant à la question de M. Dominique Tremblay-Perron. Donc, M. Perron, votre micro est disponible. Vous pouvez parler. Oui, bonjour, c'est Mme Ah, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. Je suis allée un peu dans le sens de M. Rossi. Je suis surprise un peu qu'on se fie sur les chiffres de 2019, considérant qu'en ce moment, moi, je l'utilise, le transport en commun, et l'achalandage est quand même vraiment moindre. Donc, est-ce qu'on a besoin d'offrir 1000 navettes, considérant qu'on n'est pas du tout au chiffre d'achalandage au niveau des clients que ce que vous avez en 2019? Et mon deuxième point aussi, c'est est-ce qu'il y a quelqu'un qui va suivre un peu le dossier? Parce que moi, j'ai un peu peur de me retrouver avec tous les inconvénients d'avoir 1000 navettes par jour et qu'elles soient un peu vides. Donc, je voulais savoir qui allait faire ce suivi-là pour s'assurer qu'en effet, on répond à un besoin et qu'on n'est pas juste en train de combler un besoin qu'on pense être plutôt qu'un besoin réel. C'est ça ma question. Bien, on vous remercie déjà en partant, Mme Tremblay-Perron, d'être encore une usagère du transport en commun. Effectivement, l'achalandage a diminué. Il reprend tranquillement, évidemment. Et je crois que M. Bernard voulait rajouter quelque chose sur le fait de monitorer l'ensemble des opérations sur la rue Goyer. Oui, Madame, je tiens à vous rassurer, c'est que quand je l'ai dit en 2019 nous a permis de tester les scénarios. Mais c'est sûr qu'on a ajusté le scénario par rapport à la période de COVID qu'on vit depuis 2020. Nous suivons l'achalandage depuis mars 2020. Nous regardons. Sauf que, comme vous le savez, la STM, et comme toutes les entreprises ou comme toute personne au Québec, on est tenu de suivre les règles sanitaires comme un peu partout. Donc, les autobus, le scénario qu'on avait en 2019, qui faisait en sorte que les autobus étaient beaucoup plus remplis, on doit avoir les normes de distanciation physique pour les autobus aussi. Fait qu'on ne peut pas les remplir à pleine capacité. Je comprends la problématique que vous amenez par rapport à ça, mais nous, tous nos données ont été ajustées sur l'achalandage. On a fait l'estimation par rapport à 50% moins de clientèle, ce qui correspond à ce qu'on vit présentement. Il ne faut pas oublier que Côte-Vertu dessert une population de travailleurs, que c'est beaucoup plus des travailleurs d'usines et de petits PME, contrairement à d'autres stations de métro qui desservent des travailleurs de bureau. Fait à Côte-Vertu, il n'y a pas beaucoup. Le télétravail n'est pas aussi fait comme pour d'autres stations comme au centre-ville. Dans la planification, l'estimation, c'est 50% de la charge que nous avons pris, mais à cause des normes de distanciation physique, nous devons avoir les autobus pour faire voyager les travailleurs, les étudiants. Comme le disait le monsieur tantôt avant vous, je comprends qu'il y a des impacts négatifs, mais il ne faut pas oublier que le métro va être fermé et ces gens-là doivent aller travailler, étudier. C'est pour ça qu'on on met des mesures pour atténuer les impacts le plus possible. Mais à la fin, ces personnes-là, ils doivent avoir les moyens de transport parce que s'ils prenaient tous leurs véhicules pour aller au métro travailler, la situation serait encore pire. On met des mesures en place pour faire en sorte que ces personnes-là puissent vaquer à leurs occupations.
mais en atténuant le plus possible sur la rue Goyer. Mais à la fin, c'est que le métro, il va être fermé le 29 mai, puis il faut trouver une façon pour faire voyager ces clientèles-là sécuritairement, puis de façon la moins dérangeante pour tout le monde. Mais soyez rassurés, Mme Tremblay, il y a des gens qui vont surveiller l'achalandage des autobus et le service sera ajusté aussi, là, dépendamment de la situation. Et la STM prend très, très à cœur là, les éléments qu'on a apportés, tant au niveau des clients que des riverains. Donc, on va s'assurer aussi que s'il y a besoin d'ajustements plus que les autobus rouleront peut-être à vide ou ne seront pas nécessairement toujours nécessaires. On ajustera le service au fur et à mesure. On le fait sur nos 220 lignes à tous les jours dans tous les coins du pays de l'île à chaque fois. Donc, la navette sera aussi sous surveillance pour s'assurer qu'on puisse offrir le service adéquat là, selon l'achalandage. Parfait, merci. Sur ce, je ne vois pas de questions. J'ai pas une question dans les questions-réponses. Anita de Souza, est-ce vraiment nécessaire d'ajouter 2 semaines de répétition avant le lancement officiel pour allonger le problème pour les résidents? Monsieur Bernard. Comme je vous le dis, puisque la rue Goyer, présentement, il n'y a pas de circulation d'autobus, les autres scénarios de navette ailleurs en ville font en sorte que ça crée moins d'anxiété envers la population riveraine, justement, sur la rue Goyer, parce qu'il va y avoir une transition en douceur qui va être faite pendant les 10 jours avec la ligne 17 par rapport au jour 1 qui va commencer le 29 avec la navette qui aura une fréquence plus élevée. Si on arriverait le premier matin avec la fréquence de la navette, il y a des citoyens présentement, malgré toutes les mesures, les séances, la publicité, pour diverses raisons qui ne sont pas au courant que ce projet-là va débuter le 29 mai. Et pour éviter de créer de l'anxiété, cette surprise-là, c'est pourquoi on prend la ligne avec la plus petite fréquence dans le secteur de Côte-Vertu. On va la faire circuler pendant ces 10 jours-là pour que les gens puissent s'habituer de façon à ce que le premier matin, ça ne sera pas une surprise pour les gens par diverses raisons qui ne seraient pas au courant que la navette et la 64 feront des tours sur la rue Goyer. Juste, je rajoutais tout à l'heure, j'avais vu dans une question, on parlait de la rue Saint-Germain. Effectivement, la ligne 64 va circuler sur une portion de la rue Saint-Germain entre la rue du Collège et la rue de l'Église. Maintenant, on ne pouvait pas la faire circuler complètement sur la rue Saint-Germain parce qu'il y avait des enjeux au niveau sécuritaire et au niveau du temps. C'est pourquoi il y a une portion en direction nord qu'on la ramène vers la rue Goyer. Mais en direction nord, la ligne 64 va circuler sur Saint-Germain entre la rue du Collège et de l'Église. Merci, M. Bernard. Donc, je regarde si on a d'autres participants qui ont levé la main. Oui, j'ai Katia Boutros qui a levé la main. Vous l'avez refermée? Oui, non, ça va. Non, allez-y, posez votre question. D'accord. Non, mais je ne sais pas s'il y a d'autres projets dans le futur, mais si je peux faire juste un commentaire général. Dans le cadre de d'autres consultations, j'aurais aimé ça me sentir vraiment consultée. En tant que résidente, je n'ai pas du tout senti que j'ai été consultée aujourd'hui. J'ai senti qu'on m'a informée d'une situation et que l'emphase a beaucoup été mise sur la clientèle de la STM. Donc, je comprends que vous devez desservir votre clientèle, mais je pense que peut-être si vous deviez refaire un processus similaire, que ce soit dans un autre quartier, je vous inviterais à tendre la main aux résidents en amont du processus et peut-être le gérer d'une manière différente parce que je reste vraiment avec le sentiment que je n'ai pas été entendue et que toutes les décisions étaient prises de toute façon et que c'est plus un exercice de relations publiques. Donc, je reste un petit peu sur ma faim. Je vous remercie pour l'information qui a été communiquée. J'ai appris beaucoup, mais en termes de processus, je pense que ce n'est pas le processus idéal compte tenu des impacts
pour les citoyens. Et on parle ici là, de 12 semaines en été avec les fenêtres ouvertes. On ne parle pas de 2 fins de semaine comme en 2019. Je pense qu'il y aurait peut-être eu matière à avoir un processus différent. On vous remercie de votre commentaire. Je voudrais juste le spécifier quand même parce que l'intention, et puis c'est comme ça qu'on a appelé la séance, c'est une séance d'information. Ce soir, ce n'est pas une séance de consultation, mais vous parlez aux bonnes personnes, en fait, les gens qui organisent les rencontres publiques de ce type-là. Donc, ils l'ont bien pris en note, ils l'ont bien noté, ils me l'ont bien renoté également pour que je puisse vous le transmettre. Mais ce soir, c'était vraiment une séance d'information et non pas de consultation, d'où le format. Quand c'est une séance de consultation, il y a tout un autre processus qui est mis en place pour le faire. On le fait dans le cadre de la refonte du réseau bus où c'est de la consultation, il y a une plateforme, il y a des discussions, il y a des groupes de travail. Donc, ici, c'était vraiment une rencontre d'information sur qu'est-ce qui arrive dans les prochaines semaines pour la station Côte-Vertu. Donc, mais n'empêche qu'on prend bien note de votre commentaire là, pour la suite des choses. D'accord. Ça, je le comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai appris par un petit message dans ma boîte aux lettres. J'ai compris que c'est une séance d'information. Mais je vous dis justement, peut-être que dans l'avenir, ça ne devrait pas procéder de cette manière. Parfait, c'est excellent. De toute façon, comme je vous dis, le commentaire est le mieux placé, c'est ici, avec les gens qui l'organisent. Donc, tous les gens qui sont dans le back-office et qui vous écoutent ont bien capté votre commentaire, Mme Boutros. C'est très intéressant. J'ai 2 autres questions, merci beaucoup. J'ai 2 autres questions qui ont été posées. Mme Dagenet, en quoi polluer encore plus la rue pendant 10 jours de plus est aidant? Il est faux de dire que les autobus ne passent pas sur la rue actuellement. Plein d'autobus en transit ou hors service passent sur la rue. J'espère fortement que les chauffeurs vont mieux respecter les limites de vitesse qu'actuellement. Monsieur Bernard. Des autobus en transit présentement, ça, je ne peux pas. Je vous inviterais, parce que selon les données qu'on a, à moi, c'est des chauffeurs qui se soient un peu perdus ou pour diverses raisons. La route des autobus en transit qu'on a présentement, c'est vraiment la rue des Caries. On n'a pas de route en transit que par la rue Goyer. Fait que je ne peux pas me prononcer pour savoir si ça arrive. Ça se peut aussi que, vu qu'on a fait beaucoup de tests sur la rue Goyer pour le projet ces derniers mois, ça se peut moi-même personnellement, avec les chefs d'opération, on a souvent pris des mesures des autobus, on a circulé, mais ça, c'est nous pour pouvoir justement valider les scénarios sécuritaires par rapport à ce qu'on parle ce soir. Mais sinon, pour le service de la STM en tant que tel, il n'y a aucun avantage pour un chauffeur d'utiliser la rue Goyer en transit parce que justement, c'est soit pour accéder au garage, au centre de transport ou pour aller vers le métro, soit du collège ou Côte-Vertu. Je ne peux pas me prononcer. Fait que probablement, c'est nous, l'équipe du projet Côte-Vertu, qui faisions des validations sur la rue Goyer au niveau de la sécurité pour justement mettre des mesures d'atténuation qu'on parle ce soir. Puis au niveau de la pollution, comme on a expliqué dans le projet, c'est que la distance est 900 mètres et on doit vraiment suivre la fréquence du métro parce que, comme je vous l'explique, ça serait encore plus polluant si les gens prenaient leur véhicule, tous ces environ 20-25 000 clients prenaient leur véhicule pour voyager ces 900 mètres-là. Parce qu'à la fin, s'ils n'ont pas d'autres solutions, ce n'est pas tous les travailleurs qui vont marcher. Une grande proportion vont prendre leur véhicule ou leur conjoint vont leur conduire. Fait que je pense qu'un autobus, ça prend quand même en temps de COVID, on parle de 30-35 clients, ça fait quand même 30 véhicules de moins qu'on enlève sur la route. Et ces personnes-là, quand ils vont travailler ou étudier ou pour leur loisir, des fois, ces personnes-là sont vraiment pressées. Ils n'ont pas vraiment le temps, toutes ces personnes, de marcher. Fait que je pense que le transport en commun reste la solution la moins polluante possible, la plus environnementale dans les circonstances. On comprend que c'est dommageable, c'est perturbant, mais soyez sûrs que ce projet-là qu'on le fait, c'est pour, au contraire, augmenter la fréquence du métro. À la fin de tout ça,
le bénéfice, comme le disait Sylvain tantôt, c'est qu'il va avoir un gain de temps pour tous les passagers du métro. Ça, c'est pour tout le temps à l'avenir. Fait que c'est un bénéfice. Oui, c'est dérangeant pendant les 12 semaines. On va atténuer le plus possible. Mais soyez sûr que si on compare environnement pour environnement, actuellement, le transport en commun reste quand même en avant de la parade, là, comparativement à si les gens prennent leur véhicule pour voyager entre les deux métros. Et évidemment, il y aura congestion dans tout le secteur du métro du collège, incluant la rue Goyer et tous les autres rues aussi. Merci, Gary. Ben, on vous rappelle aussi également, c'est important, ce que Gary vous disait, c'est que si vous voyez des autobus qui n'ont pas d'affaires là, qui ne roulent pas à la vitesse, on vous a remis à l'écran les numéros de téléphone ou les adresses courriels ou les lieux où vous pouvez contacter le projet ou le service de la clientèle de la STM. C'est extrêmement important. On porte une attention particulière au respect de la vitesse permise sur les routes. S'il y a des autobus qui utilisent et qui n'ont pas le droit de se promener sur cette rue-là, qui ne sont pas des autobus autorisés, qui bypassent un peu le système, bien, on vous demande quand même de prendre le temps de nous informer, puis nous, on va vérifier qu'est-ce qu'il y en est. Tous les autobus sont identifiés, donc ce n'est pas très compliqué de savoir en nous disant bien, tel numéro d'autobus et à telle heure est passé et on peut le vérifier. Donc, c'est important. On prend bien en note vos commentaires également. Le commentaire également sur les 2 semaines, a priori, on va le ramener aux équipes de projet pour s'assurer que tout se fasse le mieux possible et on est à l'écoute de pouvoir, on est à l'écoute auprès des citoyens pour pouvoir améliorer le projet puis l'expérience de vie aussi de tout le monde dans cet essor. Par contre, effectivement, on se doit aussi de respecter certains paramètres pour pouvoir pour faire donner aussi aux clients de la STM et aux gens qui utilisent nos services un service le plus possible ressemblant à celui du métro. Par contre, ben, on vous écoute aussi et c'est intéressant et c'est pour ça aussi qu'on fait ces séances d'information-là, pour arriver à avoir des commentaires de tout le monde également. Donc, je regarde une dernière fois si le questions et réponses, il y a encore des questions et réponses, c'est complet. Je ne vois pas d'autres mains levées. Donc, ben, écoutez, je vais vous remercier, mesdames et messieurs, pour cette rencontre de ce soir. En quittant la séance Zoom, vous allez avoir un formulaire d'évaluation de la soirée. On vous demande de le remplir. Ça nous aide à nous améliorer, évidemment, pour chacune de nos séances que l'on fait en mode virtuel. Et vous recevrez également le questions et réponses de la soirée. Au nom de toute l'équipe de la STM, ben, je vous remercie d'avoir été des nôtres ce soir et je vous souhaite une excellente soirée. Merci et bonne soirée.